Disclaimer. Devant le nombre de commentaires nous mentionnant le son de la dernière vidéo, nous avons décidé d'agir. On va se poser calmement pour réfléchir quelques minutes. Parce qu'on va se heurter à plusieurs sujets, éthique animale, recherche biomédicale, politique, dialogue sciences-société, culture scientifique, Regroupés autour d'un seul même sujet. l'expérimentation animale. À ce titre, nous levons un drapeau blanc. Jusqu'à la fin de la vidéo, et si possible même après, restons dans un cadre de débat apaisé. Nous allons être brefs, concis, les plus éloignés des dogmes pour aborder ce sujet épineux. Donc, générique. D'Aristote à Claude Bernard, en passant par Galien et Descartes, l'homme a rapidement cerné sa similitude à l'animal. Il a depuis l'Antiquité utilisé des modèles animaux pour comprendre leur fonctionnement et le sien par analogie. Descartes décrit pour la première fois ce qu'il appelle la mécanique biologique de l'animal et l'utilise pour comprendre la biologie humaine. En 1628, William Harvey décrit la première démarche expérimentale sur le vivant, en décortiquant la circulation sanguine par ligature de membres de biche. Claude Bernard, fondateur de la médecine expérimentale, était un adepte de la vivisection, dissection sur l'animal vivant. Ce qui lui vaudra un divorce et même une loi supportée par sa femme, la loi Grammont, condamnant les mauvais traitements d'animaux domestiques en 1850. Ce qui est ouf, c'est que sa femme, elle s'est dit « vas-y, me saoule ». La SPA voit le jour à la même époque et la cause animale devient une préoccupation de la société. Cette préoccupation influença donc les politiques de recherche en matière d'expérimentation animale. Dans le principe, l'expérimentation animale dans le domaine médical consiste donc en l'utilisation d'un modèle animal vivant pour observer l'effet d'un facteur ou d'une substance, pour y déceler une toxicité, une innocuité ou un effet thérapeutique, dans le but de faciliter les prévisions de leurs effets chez l'homme. Le principal modèle est Murin, la souris commune, utilisée dans un souci de standardisation et du fait qu'on connaisse assez bien sa génétique. D'autres modèles peuvent également être utilisés, allant du lombric jusqu'au macaque. En France, 27% des animaux sont utilisés en recherche fondamentale, 19% en recherche médicale humaine et vétérinaire, et 52% pour le contrôle des médicaments et produits de santé humaine et vétérinaire. Certains sont également utilisés en pédagogie ou en conservation et protection de l'environnement. Cependant, l'utilisation de modèles animaux rend sceptique une partie de la population. Des associations portent des positions très claires sur le sujet et demandent l'arrêt total de l'expérimentation animale. C'est le cas pour L214 notamment. D'autres associations, cependant, participent même au comité d'éthique et aux réflexions sur les projets d'expérimentation animale. C'est le cas notamment de la Fondation Brigitte Bardot ou de la LFDA. L'IFOP a récemment effectué un sondage à la commande de l'association 30 millions d'amis. À la question « Diriez-vous que vous êtes favorable ou pas favorable à l'interdiction totale de toute expérimentation animale lorsqu'il est démontré que des méthodes substitutives peuvent être utilisées à la place ?» 90% des répondants se sont prononcés de manière globale favorable à l'interdiction si méthode substitutive il existe. Bon, outre le léger biais d'amorçage de cette question, on ne peut qu'être d'accord sur le fait qu'il faille se passer de l'expérimentation animale si on n'en a pas besoin. Sauf que, en l'état actuel de la recherche scientifique, certains pensent qu'il nous est déjà inutile de continuer à utiliser des modèles animaux n'apportant aucun bénéfice pour nous comme pour eux. Et c'est la première idée reçue, l'expérimentation animale ne sert à rien, elle ne nous apporte aucun résultat bénéfique pour la recherche. Nous ne voulons pas faire de cette vidéo un documentaire ou un long métrage. De toute façon, vous trouverez dans les sources les éléments qui appuient nos dires. On va vous présenter maintenant une liste non exhaustive de toutes les avancées qu'ont permis l'expérimentation animale. La découverte de l'insuline et de son rôle dans le diabète. Le rôle du cholestérol dans les maladies cardiovasculaires. La mise en évidence de la cancérogénicité de l'amiante. La conception des médicaments pour la cancérologie, la cardiologie, la neurologie, le sida. La conception des vaccins humains contre la rage, la polio, la diphtérie, la rubéole, les oreillons, la rougeole, les hépatites, la méningite. La conception des vaccins pour les chiens et chats contre la rage, la maladie de Carré, la leptospirose. La conception des vaccins pour les chevaux, bovins et porcins contre les infections pulmonaires, l'herpès, la peste porcine, la maîtrise des actes chirurgicaux et des greffes, etc.
Il est important de garder à l'esprit que l'expérimentation animale fut nécessaire à l'établissement de nos connaissances actuelles, en biologie fondamentale, en toxicologie, en médecine, tout ça. Parce que nous avons pu observer plus en détail le fonctionnement d'organismes vivants et leur interaction avec l'environnement, nous en sommes là aujourd'hui. Factuellement, il nous est donc difficile de dire que l'expérimentation animale ne sert ou n'a servi à rien. Ce qui amène à la deuxième idée reçue. Il existe des méthodes alternatives aujourd'hui qui nous permettent d'obtenir les mêmes résultats, donc nous pouvons nous passer du modèle animal. Il est vrai que nous entendons assez régulièrement cet argument, mais finalement, très peu d'exemples de démonstration de méthodes alternatives l'accompagnent. Donc, existe-t-il des méthodes alternatives? Eh bien... ouais! Et non, c'est pas si simple. Cette idée des méthodes alternatives a été l'un des leviers permettant l'élaboration de la directive européenne 2010/63/UE, ayant pour objectif final l'arrêt de l'expérimentation animale. Cependant, elle reconnaît comme l'ensemble de la communauté scientifique la nécessité de la recherche animale. Elle tend simplement vers son arrêt quand les technologies suffisantes existeront pour la remplacer. En attendant, cette directive propose aujourd'hui un cadre plus restrictif dans l'utilisation du modèle animal, des qualifications spécifiques nécessaires pour manipuler des animaux et une étude parcimonieuse des projets de recherche devant recourir à ce modèle. Chaque projet de recherche passe par un comité d'éthique, dont le but est de déterminer l'extrême nécessité de l'utilisation d'un modèle animal. Le comité d'éthique applique donc, en accord avec la législation européenne, la règle dite des 3 R, pour Replace, Reduce and Refine. Que ça veut dire que ceci? Dans la mesure du possible, c'est-à-dire sans entraver la question scientifique à laquelle on cherche à répondre, il faut réduire le nombre d'expériences répétées sur ces animaux, améliorer le confort et les procédures que subissent ces animaux, et remplacer les animaux par des méthodes substitutives lorsque celles-ci existent. En France et dans l'ensemble des États membres de l'Union européenne, cette directive est transposée en droit national, comme notamment le décret de 2013 en France. Donc techniquement, aujourd'hui, on doit déjà abandonner l'idée d'utiliser un animal pour un projet scientifique lorsqu'une méthode alternative existe. Mais il n'existe pas de méthode alternative pour toutes les études, et notamment les études de développement. Lorsqu'on identifie un objet d'étude qui doit rentrer en interaction avec un système biologique, il est alors nécessaire de déterminer les conséquences de cette interaction. Premier problème, un système biologique c'est ultra complexe et nous sommes loin de comprendre l'ensemble des interactions qui font que c'est compliqué, quoi. Dès lors, étudier l'impact d'un facteur sur un système complexe comme le vivant n'est pas une chose aisée. Et il a fallu pour ça développer une approche méthodologique particulière. L'homéopathie. Prenons l'exemple très simplifié des médicaments. On passe au crible une tétrachier d'agents à cible thérapeutique. Souvent, ce sont plusieurs milliers de molécules qui sont identifiées à la suite d'un long processus de recherche fondamentale. Une première sélection s'opère ensuite pour ne retenir qu'une poignée de candidats, allant d'une dizaine à une centaine de molécules. Mais pour autant, nous ne savons pas à la fin de cette étape l'effet de ces molécules sur un organisme. Ensuite, c'est la phase préclinique. Le but est maintenant de tester sur des modèles l'effet thérapeutique et la potentielle toxicité des molécules retenues. Souvent, on commence sur des modèles in vitro, donc grossièrement une culture cellulaire. Malheureusement, ces modèles sont limités car les effets observés ne reflètent pas forcément ce qui se passerait réellement sur un organisme. Lorsque le choix des molécules s'affine, l'expérimentation animale intervient. Et pour finir, on passe à la phase clinique. Elle se déroule en plusieurs temps et cette fois, les expérimentations sont menées sur l'homme. Le niveau de complexité du vivant est encore difficilement modélisable. De ce fait, il convient d'encourager le développement des méthodes alternatives. Mais c'est loin d'être évident, contrairement à ce qu'on peut lire ou entendre ici ou là. Le Centre européen de validation des méthodes alternatives est chargé de valider les méthodes alternatives qui doivent se substituer à l'expérimentation animale. En octobre 2017, sur leur site, on dénombrait des centaines et des centaines de projets de méthodes substitutives à l'étude, dont plusieurs ont été validés. Mais ces méthodes sont utilisables dans des cadres d'études spécifiques, comme en toxicogénomique par exemple. Donc ce n'est pas parce qu'il existe des méthodes alternatives qu'elles sont généralisables à tout type d'études du vivant. Mais alors, on va continuer à faire souffrir des animaux, à les angoisser ? Lorsque l'objectif n'est pas d'étudier le stress en particulier chez l'animal, ce stress va, lorsqu'il sera exacerbé, produire la majorité du temps des résultats scientifiques non pertinents, faussés. Car lorsque les animaux sont dans un état de stress, cela influence leur système métabolique, endocrinien, bref, tout leur système physiologique, ce qui fait qu'on s'éloigne quand même d'un état physiologique normal.
Cela a été démontré de nombreuses fois par des chercheurs au XXe siècle, et les chercheurs ont donc tout intérêt, dans leurs études utilisant des modèles animaux, de réduire au minimum le stress que ces derniers subissent. Abonnez-vous à Brigitte Bardot. Les chercheurs doivent notamment privilégier l'utilisation d'anesthésiques ou d'antalgiques lors des procédures pour diminuer au maximum les souffrances et donc favoriser le bien-être animal. Il existe d'ailleurs des points dits limites dans l'utilisation des animaux dans les procédures, qui sont notamment des pertes de poids ou alors une activité, des comportements compulsifs, des choses en tout cas qui sortent de la norme et qui sont des points à partir duquel la procédure est arrêtée. Au-delà donc de la question scientifique, il y a une véritable considération de la question éthique qui est entreprise par tous les instituts de recherche qui sont soumis à la législation européenne. Encore aujourd'hui, il peut subsister un imaginaire et même une désinformation autour des conditions d'expérimentation animale. Un imaginaire entretenu par certains activistes. On peut lire par exemple sur le site de 30 millions d'amis: au XXIe siècle, il est insupportable de voir des animaux sacrifiés pour les besoins de la science et que si peu de moyens soient mis en œuvre pour bannir définitivement le recours au modèle animal. Alors que plus de 12 millions d'animaux sont sacrifiés chaque année sur l'autel de la science, la fondation 30 millions d'amis lutte pour mettre fin à ce calvaire. Tout ça, c'est un peu caricaturer la science et faire passer les scientifiques pour des Frankenstein modernes qui sacrifieraient des animaux pour le plaisir et l'inutilité. D'ailleurs, dans ce même article, on peut également lire « Il est pourtant largement admis que les tests sur les animaux sont éthiquement condamnables, scientifiquement peu fiables et très onéreux. Chaque espèce a des réactions biologiques déterminées par son patrimoine génétique, qui est unique, et une espèce animale ne peut être un modèle pour aucune autre espèce. » Scientifiquement peu fiable, on a vu précédemment que c'était pas forcément vrai. Très onéreux, il est vrai, c'est pour ça qu'on est parcimonieux. Sur la partie « Chaque espèce a des réactions biologiques déterminées par son patrimoine génétique qui est unique », des espèces partagent en grande partie le même patrimoine génétique. D'ailleurs, on parle même d'ubiquité lorsque des phénomènes cellulaires et moléculaires se retrouvent partout. C'est sur ces principes que justement des animaux peuvent être des modèles. Quant aux méthodes substitutives prônées par l'association, nous avons vu précédemment leurs limites. Oui, sauf que, comme le dit l'association et bien d'autres, l'expérimentation animale est éthiquement condamnable. Après avoir discuté technicité, nous allons maintenant rentrer dans des considérations philosophiques et d'éthique animale. Cette dernière notion, développée et débattue durant la deuxième moitié du XXe siècle, pose la question du statut moral des animaux. Plusieurs personnes sont à l'origine de la question d'éthique animale, dont Peter Singer et Stephen Clark. Il en a découlé plusieurs courants qui ont en commun le fait de considérer la mort et la douleur comme des maux. Mais l'éthique animale se découpe notamment en deux grands courants de pensée, que sont le welfarisme et l'abolitionnisme. D'un point de vue welfariste, il est nécessaire de réduire les souffrances animales dès lors qu'elles ne sont pas utiles à l'expérimentation. De fait, le welfarisme accepte et tolère la souffrance animale dès lors qu'elle a pour but de produire un plus grand bien, comme c'est le cas pour l'expérimentation animale. Cette école de pensée est liée au courant philosophique moral qu'on nomme l'utilitarisme, développé par Peter Singer. En quelques mots, un utilitariste considère que la valeur morale d'une action dépendrait de ses conséquences. Donc, si la recherche médicale utilise des animaux dans le but de maximiser le bien-être par la suite, à travers l'amélioration des soins, le welfariste ne considère pas les tests animaux comme éthiquement condamnables. Mais si on condamne absolument toute exploitation animale, alors on est abolitionniste. Comme le disait Tom Regan, défenseur de ce courant, le mouvement des droits des animaux est un mouvement abolitionniste. Notre but n'est pas d'élargir les cages, mais de faire qu'elles soient vides. Donc, un abolitionniste n'envisage pas l'expérimentation animale, quand bien même elle servirait à la médecine par exemple. En réalité, il y a beaucoup d'autres courants, mais on n'a pas le temps. It's time to stop! Cependant, il y a beaucoup à lire sur la manière qu'ont ces auteurs de défendre rationnellement une éthique animale. Et finalement, nous laisserons ouverte la question de la valeur éthique de l'expérimentation animale. Nous ne pouvons que constater que le modèle adopté aujourd'hui tient plus du welfarisme. Selon nos affinités pour un courant ou un autre, nous aurons forcément une sensibilité différente sur la question. Bien que cela n'enlève en rien les conséquences factuelles, à savoir, faire le choix d'arrêter immédiatement l'expérimentation animale, c'est également faire le choix de drastiquement freiner le progrès des sciences et de la médecine, ce qui impacterait d'une manière ou d'une autre notre santé et notre alimentation. Il est préférable de se forger un avis sur le sujet à la lumière de ces faits. Et même si la société partage l'utilitarisme de la recherche sur l'animal, elle est également en droit de réclamer une plus grande communication de la part des scientifiques et une clarification des projets politiques, consultables, mais peu diffusés.
Cet utilitarisme n'est pas défendu unanimement, ce qui amène à des cas où les faits sont déformés au profit d'un ralliement à une cause. C'est ce que font bon nombre d'acteurs politiques et sociaux éminents, diabolisant la science en passant. Et parfois ça peut aller très loin. Par exemple, fausser l'image de l'expérimentation animale en créant de l'empathie et de la douleur à travers des campagnes dénonçant la cruauté envers les animaux en cosmétique, alors que les tests de produits finis sur les animaux sont interdits depuis 2004. Ou bien manipuler des images montrant un singe à l'œil suturé en le mettant sur le compte de l'expérimentation animale semblant le torturer. Alors qu'il s'agit de sutures permettant de faciliter la cicatrisation de la cornée qu'il s'est lui-même abîmée. Comme le disait Nietzsche, la façon la plus perfide de nuire à une cause, c'est de la défendre avec intention par des arguments fautifs. Alors, adoptons ensemble une réflexion sur des basses scènes et surtout... Ça t'est ouvert ?